Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de numérique, d'exclusion et pourquoi aujourd'hui le numérique, c'est pas pour tout le monde. Hello, du coup moi je suis Iris, j'aime beaucoup le design d'expérience utilisateur et je fais partie, comme Cécile, de Octotechnologie, où on est dans une équipe qui s'occupe de numérique responsable, ça tombe bien. Voilà. Et du coup, moi, je suis Cécile, c'est la deuxième fois que je suis venue à Sonitech et l'année dernière, je suis venue à Sonitech et j'ai déménagé à Montpellier. C'est pas une blague. Et sinon, on est accompagné, comme toujours, de Pixel, mon merveilleux chat, qui nous suit dans toutes nos aventures. Et on va vous emmener dans un super voyage avec nous. On va aller en déprimie. Super, vous allez voir, on va parler ça va être un peu déprimant là pendant 50 petites minutes, mais on va voir comment on peut un peu s'en sortir. Parce qu'il ne faut pas se mentir, en fait, il y a un truc qui est assez pourri aujourd'hui dans le royaume des internets. Et on va partir du principe que ce qu'on va vous montrer, ce ne sont pas des facteurs d'exclusion qui sont faits intentionnellement. On ne va pas parler de dark pattern, par exemple. On va parler des erreurs qu'on fait sans le vouloir, qui font les choix qu'on fait qui excluent des personnes. Et surtout, comment on peut y remédier. Alors pour recontextualiser, effectivement, quand on interroge l'ensemble de la population française, c'est des stats qui sont sortis il y a 2 ans maintenant, seul 1/3 des personnes se déclarent à l'aise avec le numérique. Donc ça ne fait pas beaucoup de monde. Le deuxième tiers, c'est des gens qui vont se dépatouiller, mais genre vraiment se dépatouiller, et qui vont ensuite vous demander de l'aide pour faire des trucs un peu plus compliqués, genre la déclaration d'impôt. Et le troisième tiers, celui qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, c'est des gens qui sont vraiment exclus du numérique, qu'il s'agisse de device, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les appareils pour accéder au numérique, ou qu'il s'agisse de connaissance des outils et de maîtrise des outils numériques. C'est vraiment un chiffre qui est malheureusement très stable depuis de nombreuses années. On a vraiment 35% de la population française qui est en difficulté face au numérique. Pour recontextualiser les chiffres, alors attends, de mémoire, ça fait quelque chose comme 460 000 personnes. Non, je ne sais plus, j'ai plus mes chiffres en tête. Donc ça fait quand même énormément de gens. Non, 460 000. Attends, redis-moi les chiffres. Je vais y arriver. Ça fait quand même... C'est 51 fois l'agglo de Montpellier. Voilà, c'était ça que j'avais pas en tête parce que moi les maths, voilà, puis il est tôt le matin. Ça fait quand même énormément de monde, sachant que c'est l'agglomération de Montpellier qui compte environ 460 000 personnes. Donc ça fait quand même pas mal de monde qui est laissé sur le carreau face à des actes qui sont des actes de la vie quotidienne en fait, qui sont vraiment des choses importantes à faire. Et on va, comme on vous l'a mis ici, le petit accessibility, on va vous parler dans un premier temps de handicap. Et surtout, le handicap, c'est pas qu'une affaire de contraste. C'est beaucoup, beaucoup plus large que ça. Comme hier matin, lors de la keynote, on en a un peu parlé. Alors, pas nous, mais voilà. Et surtout, on va parler, il n'y a pas un handicap, mais il y a des situations de handicap. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant à remettre en contexte les situations de handicap. On vous présente 2 définitions en regard. On a effectivement la définition de l'ONU, qui est intéressante à retenir parce qu'en gros, elle pose un peu un cadre éthique de toute discrimination liée au handicap est une négation de la personne humaine. Et ensuite, on a la loi de 2005, on a la loi de 2005 en France, Cocorico la France, donc le cadre légal sur le handicap, qui va en fait nous contextualiser un petit peu ce que c'est que le handicap. Un handicap, ça peut être permanent, temporaire, situationnel, il peut y avoir plein de façons de faire. Et effectivement, empêcher l'accès à une personne ou générer des situations de handicap, c'est effectivement passible d'amende. On y reviendra justement au cadre légal, parce que ça date de 2005 quand même. Voilà. Et on a un peu regardé la représentation, donc on a fait dans Google, c'est une capture d'écran que j'ai fait hier. Aujourd'hui, quand on a une représentation, on pense toujours à quelqu'un en fauteuil roulant. Alors que le handicap, c'est vraiment pas que ça. On a demandé aussi à Dali, parce que c'est le truc à la mode en ce moment, et pareil, toujours la représentation, c'est des personnes en fauteuil roulant. Et c'est une demande qu'on a fait depuis à peu près le début de l'année régulièrement, et on a toujours ce genre de résultats. Ça n'évolue pas spécialement. Et maintenant, on va vous montrer cette magnifique photo, image. Et sur cette personne, on va avoir plusieurs personnes justement en situation de handicap. Alors au premier plan, vous allez avoir la dame qui est en fauteuil roulant. Elle, globalement, elle n'a pas eu de mal, elle n'a pas de problème pour utiliser un terminal, un ordinateur, un téléphone, etc.
Elle a sans doute galéré à rentrer dans le bâtiment parce qu'il ne peut pas avoir de rampe d'accès. La porte devait sans doute être pas assez large pour passer avec son fauteuil roulant, mais pour utiliser l'ordinateur, elle n'a pas de souci. Par contre, on va avoir à sa gauche quelqu'un du coup qui a une tendinite. Et là, on a une situation de handicap qui est temporaire. Et du coup, utiliser un clavier et une souris avec une tendinite, c'est super compliqué. Je ne sais pas si c'est à qui c'est déjà arrivé. C'est douloureux, c'est très handicapant. Souvent même, on peut même se retrouver en arrêt de travail. Vous allez avoir, par exemple, ici, quelqu'un qui est daltonien, comme globalement, statistiquement, 8% des personnes dans la pièce. Et du coup, lui, par exemple, il ne reconnaît pas les couleurs, donc il peut potentiellement avoir une grosse perte d'information. Et enfin, vous avez là-haut, du coup, le sosie d'Hélène de Généresse, qui, elle, n'est pas native francophone. Et elle, du coup, va avoir problème pour comprendre le français. Donc, elle va se retrouver, par exemple, face à un formulaire administratif en français à remplir en situation de handicap. Et là, du coup, c'est une situation qui est situationnelle. Donc, on a la situation temporaire et, du coup, permanente. Et en fait, aujourd'hui, les personnes qui sont en situation de handicap permanente, ça représente 20% de la population française. Donc, c'est 2 personnes sur 10, 20 personnes sur 100. Et surtout, le chiffre à avoir en tête, c'est que 80% des handicaps sont invisibles. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi plein de handicaps physiques qui sont également invisibles. Il faut prendre en compte. Et si vous pensez ne jamais avoir été en situation de handicap, alors moi, c'est une photo que j'avais faite à la gare de Tokyo en 2019 pour prendre un train. Alors, j'ai pris un train, mais ce n'était pas le bon. Et pour recontextualiser Cocorico la France, vous vous souvenez de ce trauma collectif de l'attestation de déplacement où il fallait... moi, j'ai essayé de la recopier sur texte libre avec le certificat machin, et une fois, j'ai essayé de lire la phrase sans reprendre mon souffle, c'était compliqué. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une version beaucoup plus simple, en fait, qui existait, qui était officielle, diffusée par le gouvernement ? C'est une attestation en FALC, donc français facile à lire et à comprendre, à destination des publics en situation de handicap cognitif. Les personnes, effectivement, avec des troubles de la compréhension, les dyslexiques, etc. Et en fait, c'est beaucoup... Déjà, il y a vachement moins de texte. Et ensuite, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Et de fait... Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous eu cette attestation ? J'ai jamais trouvé... Ça m'empêche de dormir la nuit, mais... Voilà, ça existe, en fait. Et il y a des moyens de simplifier l'information à destination de... Et c'est ce que disait très bien Angie dans sa conférence hier. En simplifiant l'information à destination des personnes en situation de handicap cognitif, on va la simplifier aussi pour plein d'autres gens. Et maintenant, on va vous parler un petit peu d'inclusion. Alors, parce qu'on continue un petit peu dans la déprime, et on vous parle d'inclusion, on va parler d'accessibilité. Parce que l'accessibilité fait partie de l'inclusion, mais l'inclusion, ce n'est pas que de l'accessibilité. On les associe. C'est des termes qui sont associés, mais qui ne sont pas exactement identiques. Et effectivement, quand on parle de design inclusif, c'est beaucoup plus large que l'accessibilité. Ça va essayer d'aller chercher toutes les caractéristiques qui sont propres à la personne humaine. Donc effectivement, on va avoir des notions de genre, d'appartenance à des communautés qui ne sont pas vraiment du cadre de l'accessibilité. Oui, vous pouvez prendre la slide en photo si vous voulez, parce que je ne vais pas lire toute la définition. Et c'est très intéressant, en fait, parce que dans cette notion d'inclusivité, on va parler de l'intention d'inclure des gens, mais aussi de l'impact que ça va avoir sur les populations. Et il y a vraiment ce distinguo à faire entre les deux qui est très, très intéressant, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on part du principe qu'on a les meilleures intentions du monde, mais effectivement, parfois, on peut avoir un impact, et il faut réfléchir à l'impact qu'on va avoir sur les gens. Alors, il n'y a pas de cadre légal sur l'inclusivité pour l'instant, contrairement à l'accessibilité, où on a une loi qui date de 2005. Par contre, du coup, on a quand même un cadre légal, parce qu'on va parler donc, vous avez pour l'accessibilité, on va avoir le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, aujourd'hui, qui est en V4, donc le RG2A, avec un certain nombre de critères. Et pour l'inclusion, on n'a pas quelque chose comme ça. Par contre, le pendant de l'inclusion, c'est l'exclusion. Et c'est la discrimination. Donc ça, on va tomber, du coup aussi l'accessibilité tombe aussi sous le coup de la loi contre la discrimination. Ça vous donne un petit argument auprès de vos clients, aux chefs, etc. Et ça, c'est du pénal. Donc on peut potentiellement passer par la case prison. Et c'est vraiment la discrimination, c'est tout ce qui va impacter la vie des personnes, que ce soit de l'accès à l'emploi, de la rémunération, d'accès à des services, etc., des lieux. Et on a à peu près une trentaine de facteurs d'exclusion.
Et il y a eu la dernière étude il y a le défenseur des droits, tous les ans sort un rapport, et aujourd'hui, le handicap, c'est le principal vecteur de discrimination, aujourd'hui en France. Il faut savoir également que les personnes en situation de handicap, c'est la première minorité dans le monde. Et alors là, on va rentrer un petit peu dans le dur de ce qui nous passionne. Enfin, moi, qu'à titre personnel, j'aime beaucoup les formulaires et les démarches administratives, parce que j'aime me faire du mal. Mais au-delà de ça, en fait, blague à part, j'aime beaucoup ça parce que justement, en général, c'est les pires trucs à faire. Et qu'on en croise tous les jours. Chaque jour, on remplit des formulaires, on achète un truc, on remplit nos informations de contact, on remplit un numéro de carte bleue, on veut faire une démarche, on doit remplir des formulaires, on veut entrer en contact avec quelqu'un, on doit remplir un formulaire. Et en fait, c'est des premiers murs qu'on se prend quand on essaie d'entrer en contact avec une personne ou avec une administration ou avec un service. Et c'est vrai que ça se complique. Première chose, effectivement, sur les formulaires, là, on est sur effectivement un facteur au niveau de l'inclusivité. Il n'y a rien qui justifie dans Deezer ou chez France Info le fait de me demander ma date de naissance, mon sexe, pour accéder à un service. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, effectivement, au niveau de la ville de Paris. Par exemple, il y a un décret qui dit qu'on ne peut plus demander le genre dans les formulaires administratifs, sauf s'il y a une vraie raison, par exemple pour faire de la mixité dans les salles de classe. Mais en dehors de ça, on n'a plus le droit de demander le genre des personnes, parce qu'effectivement, ça les regarde pas, en fait. Enfin, moi, pour regarder le replay de L'amour est dans le pré, je vois pas pourquoi j'aurais besoin de signaler que je suis une femme et de donner mon âge. Ouais. Puis ce sont des données personnelles. En plus. Ensuite, on va vous raconter une petite histoire. Alors, donc, on va vous raconter l'histoire de Cédric O, qui était ministre des Transports il y a quelque temps. Non. Sous-secrétaire d'État au numérique. Merci, presque. Vous allez comprendre. Et Cédric O, il veut prendre le train. Vous voyez venir? Du coup, nous, on est gentils, on a voulu lui prendre un billet de train. Donc là, c'est... du coup, le format du nom est incorrect. Donc, voilà. Alors, merci. Alors, je n'ai pas trop d'informations pourquoi il est incorrect. On ne va pas lui changer son nom. C'est son nom, il n'y peut rien. Mais du coup, on ne s'est pas laissé abattre, on est quand même allé vérifier en face. Donc, on est allé chez Trendline. Alors, pareil. Par contre, ils ont été un peu plus gentils, c'est qu'ils nous ont dit pourquoi il y avait une erreur. Bon, on n'est toujours pas avancé parce qu'on ne peut pas lui changer son nom. Moi, je pense que Cédric O, il fraude le train. Ouais, donc on pense... Ouais. On se demande sinon, hormis ça, comment il peut faire. Et ça, c'est un exemple qui arrive très souvent. Et moi, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est quand il y a tout ce qui est règle de vérification pour les prénoms et noms, la règle, c'est qu'il n'y en a pas. Il y a même des personnes qui n'ont pas de prénom et de nom. Il y a des pays où c'est pas ça, où on n'a pas les deux. Il y a des personnes qui ont des accents, qui ont des tirets. Moi, régulièrement, mon prénom, on me dit que le E avec l'accent est un caractère non autorisé. Donc, je ne sais pas des fois si c'est de l'extendzel ou c'est lié à un legacy, il y a une base de données, mais par pitié, ne mettez pas de validateur de données sur les formulaires pour les noms et les prénoms. Alors un exemple, on fait le test avec Cédric O, on l'a fait hier, ça passe toujours pas. Mais la semaine dernière, j'ai voulu acheter un jeu sur Steam. Je sais pas s'il y en a qui connaissent Steam. Et du coup, j'ai un peu rigolé. Parce que du coup, là, on a un formulaire qui est l'exemple de ce qui n'est pas du tout accessible. Je sais pas si vous voyez le problème, mais on va zoomer. Alors déjà, le formulaire était en erreur. Parce que ça me signalait pas les champs qui étaient obligatoires d'entrée de jeu. Mais le mieux, c'est qu'en fait, donc voilà le texte d'erreur. Donc le formulaire a commencé à me dire ce qui était en erreur, et après il a laissé tomber, genre en mode « Ouais, c'est bon, vas-y, tu trouveras ». Et évidemment, champ en surbrillance, donc information portée par la couleur, donc en fait, si je suis daltonienne, j'achète, je craque des jeux, en fait, c'est plus simple. C'est quand même dommage, effectivement, sachant que il me semble que statistiquement, je crois que Microsoft nous a sorti une étude il n'y a pas longtemps qui disait qu'un quart des joueurs de jeux vidéo sont en situation de handicap. Ça fait quand même, encore une fois, pas mal de monde. Et puis alors, pour finir vraiment sur la déprime, on va se concentrer sur vraiment l'exclusion technologique pure et dure. Genre quand ça veut vraiment pas, quand le device ou quand il y a des exclusions qui sont vraiment liées à la technique. Alors, on a regardé un peu les couvertures réseau. Donc moi, il y a le site de l'ARCEP. Vous pouvez, moi j'adore ce site, j'y passe beaucoup de temps. Et vous allez pouvoir voir la couverture de réseau par si Orange, Free ou Bouygues, opérateur. Alors là, c'est le patelin où habite mon frère, dans le centre de la France. Alors j'ai testé avec Montpellier, ça m'a fait rire, parce que même dans les étangs, les flamants roses, ils captent Internet. Hein. Mais il y a plein d'endroits en France où c'est pas le cas.
Et surtout, ce qui est intéressant à voir, c'est que même si on se targue d'avoir une couverture réseau très très importante, qui est presque de 100%, ça va vraiment, c'est 100%, je crois que c'est 95% aujourd'hui, mais si on fait une addition de tous, si vous prenez individuellement opérateur par opérateur, tout de suite, la couverture diminue beaucoup. Et qu'on se retrouve, par exemple, dans un... vers Tours. Voilà, vers Tours, au hasard, on a régulièrement pas du tout accès à Internet. Alors si on combine ça effectivement aux 15% de la population française qui n'ont pas Internet à domicile, ça devient fun. On a aussi un deuxième problème, et là on pourra en refaire une conf sur les exigences en fait logicielles et les exigences matérielles. Du coup je reboucle avec la conférence d'Olivier et de Romain hier qui parlait de l'ordinateur qui a permis d'envoyer les hommes sur la Lune. Aujourd'hui Slack c'est plus gourmand en fait. Slack, voilà. Ça pourrait être tout un sujet parce qu'effectivement aujourd'hui on a des logiciels, des jeux, des produits qui sont de plus en plus gourmands, qui demandent aux utilisateurs d'avoir des terminaux de plus en plus puissants. Sauf que, encore une fois, quand tu n'as pas les moyens de te racheter un iPhone tous les 2 ans, ça devient compliqué d'accéder à certains services. Et alors, si on cumule effectivement un manque de couverture réseau, un matériel obsolète, mais alors là, et pas d'accessibilité, là, on est au top. Voilà. Sans parler de l'impact des terminaux sur l'environnement. Oui, voilà, parce que ça, ce serait une deuxième conf l'année prochaine. Conséquences. Des gens exclus, voilà, on parlait d'exclusion par numérique, on y est. On aimerait attirer votre attention aussi sur un paradoxe, en fait, et sur ce solutionnisme technologique, qui est un peu une espèce de grande tendance qui a été notamment accentuée et mise en avant par les confinements, on dématérialise tout. Parce que c'est plus écologique, non. Parce que c'est plus simple, non. Et parce que ça va faciliter la vie des gens, oui, mais pas tout le monde en fait. Effectivement, il y a des publics qui vont se retrouver sur le carreau parce qu'on les embarque pas. Et paradoxalement, et c'est un peu le problème, il y a encore énormément de gens qui ne sont pas équipés. Et ça, effectivement, dans nos métiers, on travaille quand même énormément dans le numérique. On a tendance à oublier les gens qui n'ont pas Internet à domicile, les gens qui n'ont pas de smartphone, les gens qui n'ont pas d'accès, les gens qui ne maîtrisent pas la grammaire du web, parce qu'en fait, c'est naviguer sur une interface. C'est une langue, en fait, c'est un apprentissage qui se fait. Et si, effectivement, notamment dans le cadre des démarches administratives, c'est un truc que j'ai vu quand j'ai bossé pour certains ministères, on prend la procédure papier, on la copie-colle en numérique, et après, débrouille-toi. Alors qu'en fait, justement, le numérique, ça pourrait être un moyen d'améliorer une interface, de dire qu'est-ce qu'on peut simplifier dans notre procédure, parce que, bon, là, en l'occurrence, c'était la justice, donc autant vous dire que niveau procédure, ils étaient champions. Mais effectivement, ils avaient dématérialisé, c'est-à-dire qu'ils avaient recopié le PDF et ils l'avaient mis dans une interface. Et du coup, les utilisateurs étaient au moins autant perdus dans les deux cas. Et très paradoxalement, et c'est là le pire, c'est qu'en fait, c'est les publics qui vont être les plus en difficulté, les plus éloignés du numérique, qui ont le plus besoin d'avoir accès à des aides, qui ont le plus besoin d'avoir accès à la CAF, au RSA, ce genre de choses. C'est des stats qui viennent de l'INSEE, en fait, qui ont un peu déterminé tout ça, et qui ont trouvé que parmi les personnes les plus en difficulté face au numérique, on retrouve à la fois les personnes vieillissantes, parce qu'effectivement, c'est des gens qui n'ont pas pris le train du numérique quand il est passé, et les personnes les moins diplômées, donc des personnes qui vont avoir moins de revenus, des moins gros diplômes égale statistiquement moins de revenus, égale potentiellement plus de difficultés à accéder au numérique. Et c'est vraiment un paradoxe qui est difficile. Et là, on va vous parler en fait d'un truc de double peine. Alors, c'est quelque chose qu'on a tiré. On va vous parler en fait, c'est une enquête qui a été faite par la cellule d'investigation de Radio France, mais également par la Quadrature du Net. On a toutes les sources à la fin. Vous aurez accès à tout. Justement, autour de la CNAF, donc c'est la Caisse nationale des allocations familiales, donc on va dire la CAF. Et ils ont en fait développé, pour détecter les fraudes et les risques d'erreur aux prestations sociales, un algorithme basé sur des critères, je vais vous les lister, on dirait, pour justement cibler des personnes qui sont plus à risque de frauder et leur donner aussi une note sur 1 et donc activer plus de contrôles. L'idée, c'est de faire moins de contrôles aléatoires et plus cibler les contrôles. Mais du coup, ça peut poser des questions d'équité. Donc les critères, c'est avoir des revenus faibles, être au chômage ou ne pas avoir de travail stable, être un parent isolé. Donc c'est 80% des parents isolés sont des femmes. Dédier une part importante de ses revenus pour se loger. Beaucoup de gens à Paris. Avoir de nombreux contacts avec la CAF, pour celles qui oseraient demander de l'aide. Plus des choses comme le lieu de résidence, le lieu de naissance, les origines, le type de logement. Et moi, ça m'a estomaqué, le mode de contact avec la CAF. Si c'est par
téléphone ou par mail, vous n'êtes pas ciblé pareil par l'algorithme. Et donc, en fait, ce qui en est ressorti, c'est que 80%, on va parler de double peine, c'est que 80% des erreurs à la CAF sont liées, pas à des erreurs intentionnées, mais parce que les personnes, en fait, il y a des erreurs de saisie, parce que c'est tellement complexe qu'ils se sont un peu trompés, etc. On demande tout le temps plein de papiers, des choses comme ça. En fait, la démarche est tellement complexe que c'est source d'erreurs. Et quand vous avez un rattrapage de la CAF, c'est pas très, très drôle. Et il y a autre chose qui est ressortie de ça, de l'étude de France Inter et de la Quadrature du Net, c'est que les personnes de la CAF, les travailleurs sociaux, démissionnent parce qu'en fait, ce fonctionnement leur enlève tout sens à leur travail et du coup, ils ne voient plus l'intérêt de bosser là. Ils ont l'impression de juste faire du chiffre. Donc là, après, ça touche à aussi des problématiques de politique, etc. Mais c'est aussi intéressant de voir en fait la double peine qu'on peut avoir dans ce cas-là. On en revient à la grammaire des interfaces, en fait. C'est qu'il y a une grammaire de la démarche administrative en France, et pour le coup, là, on est champion du monde de la complexité. Et il y a une grammaire du web, donc si on met les deux, on perd des gens en fait. Voilà. Et l'article de la Quadrature, il finit en disant, en gros, aujourd'hui, on va dire Pôle emploi, l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, etc., les impôts, et commencent à développer leurs propres algorithmes de fonctionnement comme ça. Donc, bienvenue. La déprime. Alors ouais, on en avait un peu marre de déprimer, et on s'est demandé comment est-ce qu'on en est arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à ce fonctionnement-là? Et du coup, on a un peu farfouillé. Et la première hypothèse qu'on a eue, c'était on sait qu'il y avait un manque de formation. Et c'est là, en fait, qu'on est un peu sorti de... On se disait, genre, mes grands-parents, c'est normal, ils n'ont pas grandi avec, etc. Mais du coup, les jeunes, voilà. Sauf qu'en fait, c'est faux. C'est totalement faux. En fait, on va avoir 4 grandes compétences qui sont identifiées par l'INSEE du numérique. Donc, c'est être capable de rechercher une information, être capable de communiquer, être capable d'utiliser des logiciels, par exemple, de traitement de texte, et enfin de résoudre un problème. Et en fait, là-dessus, vous allez avoir un jeune sur 5 qui est incapable, qui n'a pas au minimum à qui il manque une de ces 4 compétences élémentaires. Parce qu'en fait, utiliser, par exemple, scroller sur un fil Instagram, on va dire, c'est facile. En plus, c'est très bien fait, plein de dark patterns pour qu'on le sache très, très bien le faire et qu'on n'oublie pas de le faire 8 fois par jour. 8 heures par jour. Par contre, être capable de remplir un formulaire, par exemple d'admission à l'école ou à la CAF, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Et on n'est pas éduqué à ça, et du coup, on met beaucoup de gens de côté. Après, on s'est posé la question, c'est la formation des professionnels. Est-ce que nous, en tant que professionnels du numérique, est-ce qu'on était formés à l'accessibilité? Alors, côté design, rien, nada, voilà. C'est même pas... J'ai donné des cours à plusieurs écoles, à plusieurs niveaux. L'accessibilité, c'est même pas au programme, c'est même pas un mot qui ressort. Et côté... Donc, on n'a pas de chiffres officiels, hormis notre propre vécu. Par contre, côté développeur, ça, c'était à peu près au moment du 2019-2020, c'est une étude. Elle n'a pas été mise à jour, mais je ne pense pas que les chiffres aient vraiment évolué, qui disait en gros que 43% des développeurs déclarent ne pas avoir connaissance d'obligations légales concernant l'accessibilité. L'obligation légale date de 2005. 62% déclarent ne pas connaître la réglementation française en matière d'accessibilité des sites et services publics en ligne, donc avec le RGZA. Et enfin, 49% des personnes interrogées connaissent peu le cadre légal de l'accessibilité numérique et 34% ne le connaissent pas du tout. Et il y a un autre chiffre, je crois que c'est à peu près 14% des développeurs ont entendu parler d'accessibilité dans leur cursus scolaire. Par exemple, si vous faites une école, on va dire un diplôme universitaire en 5 ans, comme une école d'ingé, ça laisse du temps pour parler d'accessibilité à un moment. Et c'est vrai que c'est compliqué en fait. Quand tu sais pas que tu sais pas, comment tu sais qu'il faut que tu saches que tu sais. Enfin voilà, tu sais pas. On a un problème qui se retrouve en fait aussi dans les jeux des données qu'on donne à manger aux IA. Encore une fois, on s'est beaucoup amusé avec DALL-E ces derniers mois. Et on a demandé à DALL-E en fait, de nous présenter un portrait de famille. Et du coup, ça nous a sorti un truc qui a l'air directement droit sorti d'une sitcom des années 90. Un papa, une maman, des enfants. Tout sourire. Bon. Alors ouais, ils sont souriants en plus, alors que franchement, moi, quand la vaisselle, elle n'est pas faite, que l'aspire... Enfin voilà, non, ça... Voilà, bref. Il y a des reproches qui ont été faits à DALL-E très rapidement, et il me semble qu'il y a eu des correctifs au niveau de OpenAI, mais c'est toujours pas trop au top, de manque de diversité.
effectivement, là, on a quand même principalement des individus qui sont caucasiens. Est-ce qu'on a une famille monoparentale ? Non. Et on n'a pas forcément non plus de famille homoparentale. Alors qu'effectivement, c'est des publics qui existent et c'est des publics qui ne se sentent pas vraiment représentés dans les interfaces qu'on leur propose. On avait aussi des reproches quand on demandait à Dali de faire à la manière d'un artiste ou d'une forme d'art, principalement effectivement des œuvres d'art très européennes, peu de place justement pour tout ce qui venait d'Extrême-Orient ou d'autres pays, autres que effectivement en gros, c'est le jeu de données qu'on a donné à manger à cette IA. Alors, je le résume très très simplement. Je ne suis pas une spécialiste des intelligences artificielles ou des algorithmes, mais de ce que j'en comprends, effectivement, si le jeu de données de départ, si ce qu'on a donné à manger à l'IA est en erreur, ou en tout cas ne représente pas la diversité de l'humanité, si le jeu de données est biaisé, et on va y venir, ça va générer, en fait, ça va surmultiplier les biais des humains qu'ont construit les IA. Et quand on parle de biais, on va parler des biais cognitifs. Alors c'est un mot, voilà. Alors, on va pas faire un cours sur les biais cognitifs, on vous rassure, c'est juste une mini introduction. Parce qu'en fait, on est tous persuadés qu'on réfléchit de manière totalement logique, rationnelle, etc. Mais c'est pas exactement ça. En fait, les biais cognitifs, ça va nous permettre. En fait, c'est un apprentissage millénaire qui nous permet d'acquérir un certain savoir qu'on n'a pas besoin d'apprendre. C'est intrinsèque à nous. Je fais rassure. Le premier, on va dire, qu'on va vous parler, c'est le biais d'autocomplaisance. Donc, c'est mes biais cognitifs. Moi, je les connais tous, je me fais pas avoir. On parle là d'accessibilité. Moi, l'accessibilité, c'est bon, je connais, je suis formée et tout. Jamais je me fais avoir, jamais je fais d'erreur. Je suis au-dessus de ça. Donc, c'est vraiment en fait se juger soi-même au-dessus et insensible à une certaine forme de pensée. En fait, c'est un peu se sentir un peu supérieur. On a un deuxième biais qu'on voulait vous présenter, parce qu'encore une fois, il y en a des centaines, hein, donc on pourrait en parler des heures. Mais effectivement, le biais de projection, qui est assez fort j'ai l'impression de faire partie d'une majorité silencieuse, spontanément en fait. Ce qui explique d'ailleurs que quand on a quelqu'un qui pense pas comme nous, on a genre « Ah bon ?» mais effectivement, on a toutes et tous l'impression, et ça a été beaucoup, là on est entre professionnels du numérique, quand chez Octo on discute avec des gens qui s'intéressent à l'accessibilité, je suis toujours un peu surprise de voir qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant du sujet. Même moi, alors que effectivement je fais attention à mes biais cognitifs dans la conception. Mais c'est vrai qu'on a encore cette tendance à s'imaginer que tout le monde fait partie de la majorité, ce qui n'est pas le cas, effectivement. Et attention, en fait, on dit biais cognitif, c'est super, super important. Parce que moi, j'ai tendance à dire que sans biais cognitif, on n'aurait pas survécu dans le Jurassique. Parce qu'en fait, le biais cognitif, les biais cognitifs, c'est ce qui nous permet de nous lever le matin, de ne pas avoir besoin de réfléchir comment je fais pour sortir de mon lit. Et en fait, ça nous permet d'économiser énormément d'énergie, parce que sans biais, sans cet apprentissage millénaire, tout ce qu'on fait nous demanderait beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion, etc. Donc, on saurait naturellement, on verrait un dinosaure, on fuirait. On n'aurait pas le temps de se faire croquer. Même si on n'avait jamais croisé de dinosaure. Ce qui est super important, en fait, c'est d'en avoir conscience. C'est pas de vouloir s'en détacher nécessairement, mais c'est d'en prendre conscience et de faire un peu attention, d'avoir un peu de recul sur ce qu'on peut faire. Et dans nos métiers, de prendre en compte ces choses-là pour dire que nous ne sommes pas infaillibles. Et c'est pour ça que c'est aussi important de les connaître. C'est vrai qu'in fine, en fait, c'est aussi ce qui fait la richesse de la diversité humaine. En fait, on est imprévisible, on est créatif, on est curieux, on est pétri de biais, certes, mais effectivement, c'est ce qui va nous permettre parfois d'arriver plus vite à certains moyens de penser. Donc l'important, c'est vraiment de trouver cet équilibrage entre ne pas s'arrêter à des idées préconçues et à des préjugés qu'on pourrait avoir et auxquels on n'a pas réfléchi. Et effectivement, tout le temps se gratter le nombril en mode « Ah, mais est-ce que j'ai tort ?» Non, faut pas en arriver là, en fait. Et du coup, en fait, on vous a pu expliquer un peu le problème, un peu nos hypothèses, pourquoi on en est là. Et du coup, on s'est aussi posé la question, comment on fait pour concrètement faire changer les choses ? La première chose qu'on peut faire, effectivement, c'est on en parlait à l'instant avec nos biais, c'est de se questionner, en fait. C'est de questionner un peu nos habitudes et nos chemins de pensée, quand on a le temps de le faire, parce que des fois, on rush parce qu'il faut courir après le métro et qu'on prend le tram dans le mauvais sens, mais c'est un autre problème. Mais effectivement, de questionner nos habitudes. Et en tant que designer d'expérience utilisateur, on a souvent tendance à se focaliser sur pour qui on conçoit. Là, l'idée, c'est de faire un petit pas de côté et de se demander qui est-ce qu'on a oublié dans notre conception. Et c'est vraiment un exercice
qui demande un effort conscient au début, et au fur et à mesure, ça s'installe et ça vient, et on y réfléchit de plus en plus. Mais effectivement, qui est-ce qu'on oublie ? Est-ce que notre produit a un impact ? Est-ce que notre produit peut fragiliser certaines personnes ? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas comme nous, qui sommes en train de concevoir, et qui vont utiliser notre produit ? C'est vrai qu'on peut se mettre, par exemple, en contact avec des associations spécialisées dans le handicap pour trouver justement des personnes en situation de handicap. Évidemment, aller sur le terrain, rencontrer des gens, s'adresser à différents publics, se dire que probablement, enfin évidemment, quand on est notamment l'État, on va s'adresser à des publics vieillissants, on va s'adresser à des publics qui vont potentiellement à un moment se retrouver en situation de handicap. Parce qu'on a des stats là-dessus, et 50% de la population française est ou sera en handicap à un moment dans sa vie. Pas forcément temporaire, mais ça va se passer. On a une population qui est vieillissante. Comment ces gens-là utilisent le numérique ? Comment ces gens-là utilisent notre interface ? Donc il y a plein de questions comme ça à se poser. Et ça demande juste vraiment d'ouvrir un petit clock dans sa tête. Et vraiment, c'est comme aller à la gym. Au bout d'un moment, au début, c'est un peu dur. Et après, ça vient. Et ce qui est formidable, en fait, avec tous ces concepts, c'est que c'est très, très bien documenté. Il y a énormément de personnes qui écrivent des papiers. Il y a beaucoup de recherches. Il y a beaucoup de chiffres et de témoignages. Donc vraiment, c'est pas que c'est facile, mais on peut facilement un peu rentrer dans le sujet pour un peu comprendre. Et donc, un peu plus concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va vous présenter quelques outils. Alors moi, j'y tiens. On va parler des alternatives textuelles sur les images. Je vous présente Pixel. C'est mon chat. En fait, vous allez avoir une image. Si cette image n'est pas décrite, le jour où par exemple, quelqu'un avec un lecteur d'écran va vouloir voir l'image, s'il n'y a pas d'alternative, il ne verra rien. Il y aura juste du vide. Pareil, si vous n'avez pas de réseau, l'image ne s'affiche pas, mais vous avez du coup pas l'information. Bon, là, c'est mon chat. Si elle n'affiche pas, c'est pas trop grave. Par contre, si vous avez une image sur laquelle il y a du texte informationnel, comme par exemple le nom d'un événement, vous perdez totalement l'information. Vous n'avez pas du tout l'information. Alors nous, ce qu'on va vous demander, moi c'est le souhait que je demande à chaque fois, c'est que si vous faites des tweets au hasard, vous mettez des alternatives sur les images. C'est très facile à faire. Vous mettez, c'est marqué Alt, vous saisissez, là vous faites la description de l'image, ni plus ni moins que ce qu'il y a. C'est très factuel. J'ai pas dit que c'était mon Pixel, mon chat le plus mignon de l'univers. J'ai dit juste que c'est chat noir aux yeux bleus assis sur une table. C'est très factuel. Je donne pas plus d'informations que ce que la photo les livre. Parce que le principe de l'accessibilité, c'est que c'est vraiment la même merde pour tout le monde. Alors, moi, ce qui me remonte un peu le moral au niveau des alternatives textuelles, c'est qu'on les voit de plus en plus arriver dans nos produits. Twitter l'a mis en place. Sur LinkedIn aussi, on vous encourage à mettre des alternatives textuelles sur vos images. Je ne sais pas si vous avez remarqué. L'autre jour, j'ai farfouillé dans mon WordPress et ça me disait « Attention, pour améliorer ton référencement, pense à mettre des alternatives sur les images porteuses d'informations. » Et je crois qu'il y a une feature Figma qui vient juste de sortir où effectivement, on peut aussi indiquer des alternatives textuelles sur nos images. Donc effectivement, il y a une sensibilisation et là, vraiment, on essaie de se remonter le moral quand même pour finir la conf. Ça commence à venir, ça commence à apparaître. Et c'est possible en fait de le faire. Et notamment, par exemple, je ne sais pas s'il y a des amoureux de design system, par exemple aujourd'hui sur des outils comme Zero 8, on peut rajouter des alternatives textuelles à nos composants, à des images de composants. Et comme Twitter, ils ont réussi à garder un truc, bien, vous pouvez quand même avoir un rappel. Si vous oubliez, vous pouvez mettre dans les paramètres, avoir un rappel qui vous dit si vous postez une image sans alternative, parce qu'en fait, le truc, c'est d'y penser. Il vous met un petit rappel et dire « Coucou, t'as pensé ?» Après, vous le faites pas, mais au moins, vous avez un rappel. L'autre outil qu'on aime bien, c'est le Microsoft Design Toolkit. Donc, bon, là, il n'y a pas les copains de Microsoft, mais pensez à eux. Donc, vous allez avoir en fait un outil. Donc, c'est plein de situations. C'est des jeux de cartes. Alors, il y a plein d'ateliers à faire. Donc, c'est très bien documenté. Alors, c'est en anglais, mais c'est assez bien documenté. Il y a de plus en plus aussi des petits retours d'expérience sur comment l'utiliser, qui représentent des situations de handicap permanents, temporaires et situationnels. Et l'idée, en fait, c'est de les utiliser dans ces différents ateliers pour justement prendre en compte les problématiques d'inclusion, de design inclusif. Donc, c'est vraiment le design inclusif dans les produits qu'on conçoit. J'aime beaucoup cet outil, par exemple, il y a une carte où ça te dit « pense à simuler des environnements de test ». Et effectivement, on a tendance à travailler devant nos ordis, avec le téléphone posé à côté, en mode « oh, ouais, c'est trop beau ». Et on ne pense pas à la personne qui va courir sous la flotte avec sa valise dans une main, son téléphone en batterie faible dans l'autre et qui aura diminué la luminosité de l'écran au max avec de la pluie sur l'écran. En fait, ça, c'est une vraie situation d'usage. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas. Et du coup, avoir ces petites cartes, encore une fois, comme des petits rappels, des petits pense-bêtes, c'est vachement pratique.
Un autre outil que j'aime bien, et effectivement c'était venu d'une précédente conf qu'on a donnée, où le développeur me disait bah ouais mais moi mon designer il me file des maquettes et voilà. Et je sais pas forcément dans quel ordre, est-ce qu'il faut que je pense à la tabulation clavier par exemple. Et ça a l'air de rien, et du coup j'ai cherché un petit peu, comme il m'a dit ça, je fais qu'est-ce que je pourrais faire moi pour améliorer la vie du dev sans lui écrire des palanquets de doc parce que ça va pas forcément être lu. Et du coup j'ai trouvé ce petit plugin Figma en fait où je peux rajouter et dire au dev dans un cadre de navigation clavier, donc on en revient à notre personne qui n'a pas accès à sa souris et qui va utiliser la touche tab, la touche espace, la touche entrée et les flèches directionnelles pour naviguer. Et du coup, je vais dire à mon dev, si j'ai un composant un peu complexe, genre une card, dans quel ordre est-ce qu'il faut que ce soit lu ? Si je dois naviguer dans la page et qu'il y a un truc spécifique à faire, dans quel ordre est-ce qu'il faut que ça tabule ? Et ça va beaucoup simplifier la vie des personnes qui vont utiliser des synthèses vocales et des lecteurs d'écran. Mais ça va aussi simplifier la vie des gens qui tabulent en fait. Moi je sais que je tabule souvent dans les pages, donc ça va vraiment simplifier la vie. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble un site, juste mettez-vous une main dans le dos et tabulez, et vous allez très vite voir que c'est pas si simple que ça et qu'il y a beaucoup de sites qui le font pas. Et vous allez avoir tombé sur des choses merveilleuses qui s'appellent les pièges au clavier. Oui. Pardon. Enfin, alors pas enfin, mais presque. On présente ces posters en fait. Alors il y en a 6. Ça prend en compte différentes situations de handicap avec un peu des bonnes et des moins bonnes pratiques à effectuer. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un outil qui est open source et qui est traduit dans une multitude de langues. Et régulièrement, il y a de nouvelles langues qui apparaissent. Et ça, à l'époque où j'étais pas en full remote, où j'étais dans un bureau, c'est quelque chose qu'on avait imprimé, qui était collé dans le bureau avec l'équipe, donc on les avait toujours sous les yeux. C'est un côté très pense-bête, c'est assez pratique à avoir, parce que c'est vraiment cette notion de, on n'est pas infaillible. Et c'est aussi ce côté aussi, on n'est pas toujours obligé de toujours tout savoir, de toujours tout retenir. Donc moi, je suis pour écrire, pour avoir des pense-bêtes, pour ne pas avoir besoin nécessairement de m'en souvenir. Donc c'est très pratique. Et c'est vrai que ça a l'air de rien comme ça, mais en fait, en pensant tout simplement, ne serait-ce qu'à arrêter le défilement de nos carousels quand on en met, ou à juste mettre, voilà, non, ça c'est un autre, c'est l'étape d'après, à juste mettre un bouton pause sur nos carousels, à éviter que les trucs se lancent en lecture automatique, c'est des specs en fait qu'on peut donner et qui vont énormément simplifier la vie de beaucoup de personnes. D'une part, alors par exemple les seniors qui vont être en difficulté face à une interface, les personnes avec des troubles cognitifs qui vont avoir du mal et que ça va trop clignoter, ça va leur faire péter un câble. Et juste les gens comme, qui n'ont pas spécialement de situation de handicap et qui sont juste saoulés parce qu'il y a une pop-up de cookies, une vidéo, une invitation à s'inscrire à la newsletter et que l'article il est comme ça. Et en plus il y a une musique qui se lance quand vous ouvrez dans l'open space, c'est formidable. Un autre truc, on l'a mentionné quand on a parlé de l'attestation de déplacement, le FALC, c'est un truc qui n'est pas assez connu. C'est donc le français facile à lire et à comprendre. Il y a toute une doc qui existe, qui est portée par l'UNAIP, donc j'ai oublié comment c'est le nom, mais voilà. Il y a une réglementation autour de ça. Vous avez même des pages de test maintenant pour tester si votre contenu est FALC ou pas. Et effectivement, c'est quelques petits tips comme ça que je vous donne. Simplifiez effectivement vos termes, court, concis, une phrase, une idée. Essayez d'utiliser toujours le même terme et d'utiliser des termes qui sont clairs pour les personnes qui vont utiliser votre site. Si effectivement on fait un blog à destination des juristes et des avocats, on ne va pas du tout parler de la même manière que si on est service public et qu'on essaie d'expliquer ce qui a été écrit sur Légifrance. Et effectivement, si on est service public, langage niveau 3e. Et c'est pas du tout dévalorisant de dire langage niveau 3e, parce qu'en fait, en écrivant de la manière la plus simple possible, déjà on fait passer les idées essentielles avant, et surtout on récupère tous les gens qui maîtrisent mal le français, tous les gens qui maîtrisent mal les démarches, et tous les autres. Et ça, c'est quand même très très universel. Voilà. Parce qu'en fait, quand on écrit pour le numérique, on n'écrit pas un roman, on n'écrit pas un livre, voilà, on écrit, les gens ils viennent faire une tâche très fonctionnelle, très bête, on essaie en plus de le faire le plus vite possible, suivant ce que c'est. Donc, il faut vraiment être le plus clair possible. Et n'essayez pas de faire preuve d'originalité. Il y a par exemple, pour un mot, si vous avez un truc de recherche, mettez rechercher. Commencez pas à inventer un nouveau terme. Si vous avez un panier, appelez-le panier. Ne commencez pas à utiliser vraiment, c'est des patterns, c'est des choses dont les utilisateurs ont l'habitude, donc on utilise vraiment les mots qui sont utilisés par les gens. La fameuse grammaire du web, en fait. Voilà. Et enfin, on vous en a présenté quelques-uns, il y en a plein d'autres, il y en a plein en plus des nouveaux qui sortent, il y a des évolutions, des mises à jour, etc. Donc on vous a fait un petit repo GitHub, donc vous pouvez retrouver avec cette URL ou en flashant ce QR code si vous n'avez pas peur.
Donc vous allez retrouver toutes les sources également et le lien vers les slides sur ce lien. Et également d'autres outils qui ne concernent pas que le numérique, le principe de numérique inclusif et de design inclusif, mais également des choses qui sont liées au RGPD et à l'éco-conception, justement à l'impact du numérique sur l'environnement. On fera une autre conf là-dessus plus tard. Mais le dernier outil, et le plus important, c'est vous en fait. Parce que vous êtes là aujourd'hui et vous êtes venus nous écouter. On est très très contente que vous soyez là. Vous allez peut-être repartir avec 2-3 infos, les partager avec les personnes. Si vous êtes dev, vous allez peut-être aller taper votre designer et dire « Hey, sais-tu qu'il y a un site qui s'appelle Design Accessible où il y a des checklists ?» Votre designer sera hyper content parce que, en général, les designers ont envie de bien faire, mais ils sont un peu en peine parce qu'ils ne savent pas comment et par où commencer. Donc j'ai donné à manger, partagez les ressources, partagez ce que vous avez à dire et vraiment, encore une fois, merci et bravo. Et c'est la fin. Du coup, on a du temps pour... on a 10 minutes de questions. Oui. Ou alors on va boire un café. Oui, là-bas. Là-haut. Et on tenait aussi à remercier toutes les personnes qui sont listées là, dont l'organe de Sonitech. J'étais un peu planqué, ouais. Moi, la plus grosse difficulté que j'ai à mettre en place dans mes différents jobs, à mettre en place l'accessibilité et tout ce genre de bonnes pratiques, c'est malheureusement toujours la même chose, c'est que on est dans un monde qui est drivé par l'argent et par la rapidité. Et je n'ai pas toujours les oreilles en face qui écoutent ce que j'essaie de prôner en tant que développeur, ce que j'essaie d'avancer, etc. Et c'est pas vraiment une question, c'est juste, j'ai vraiment cette difficulté-là aujourd'hui. Et je sais pas si vous avez des éléments ou des choses qui pourraient aider là-dedans, quoi. Ouais, voilà. Alors, c'est une question qu'on nous pose très souvent. C'est un peu un sujet de débat 8 fois par jour au boulot. Parce que c'est vraiment un vrai comment faire pour ce qu'on a les mêmes problématiques. Alors, on travaille toutes les deux pour le service public, donc c'est un peu plus simple, entre guillemets, parce qu'il y a une obligation de service public. Donc, on peut donner trois réponses, on va dire comme ça, 3 choses. La première chose, est-ce que tu es prêt à perdre minimum 20% de ton chiffre d'affaires en tant qu'entreprise? Le truc, c'est justement ça, c'est que moi, oui, mais c'est pas mon chiffre d'affaires. En fait. Non, mais c'est un argument que tu peux donner, en fait. Voilà, c'est genre, en perdant 20% de personnes, tu perds 20%, enfin, tu ne gagnes pas 20% de ton CA. C'est vrai que c'est pas bête. Voilà, et plus du coup, parce que 20%, c'est la moyenne basse. C'est une punchline de notre collègue, hein, qui s'en sort, genre en mode, je crois que c'est entre 20 et 40% de ton chiffre d'affaires. Allez, salut. Deuxième argument, ça va être l'argument du législatif. Alors aujourd'hui, la loi, elle est voilà. Il faut savoir qu'elle va évoluer et qu'à partir de 2025, toutes les entreprises auront l'obligation d'être conformes au RG2A. Alors, les exceptions sont pour les entreprises qui font moins de 2 millions de chiffre d'affaires par an et de moins de 10 salariés. Donc globalement, ça fait beaucoup d'entreprises qui vont être soumis à l'obligation, et donc c'est parce que la France, en fait, c'est la mise à jour de la législation liée au fait que la France s'est fait un peu taper sur les doigts par l'Europe parce qu'ils n'avaient pas mis à jour la législation vis-à-vis des obligations de l'Union européenne. Et il va y avoir aussi de nouveaux organismes de contrôle, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de contrôle, donc on espère qu'on va y avoir davantage de contrôle. Et enfin, moi, le troisième argument que j'ai, c'est aujourd'hui, les personnes en situation de handicap commencent à vraiment s'organiser, ils sont hyper vénères, mais à un point, on tombe dans du militantisme dans ces cas-là. Et d'un point de vue réputation, il y a régulièrement des cas, il y a Doctolib qui a pris très cher récemment, c'est des choses qui sont sur Twitter, donc voilà, qu'il y a de plus en plus de personnes, d'associations, etc., qui pointent ouvertement des entreprises, justement, pour défaut d'accessibilité. Donc d'un point de vue réputation et compagnie, ça peut être un peu faire mal. Et dans les cas que j'ai comme ça en tête, on va avoir, du coup, il y a Doctolib, il y a eu Proton, c'était il y a 2 ans, je crois, qui est pour une histoire de contraste, ils se sont bien fait taper sur les doigts. Et il y a eu aussi, il n'y a pas très longtemps, il y a Pronote. Alors, je ne sais pas, pour les gens qui connaissent Pronote. Voilà, et Pronote, il y a même un jour un article qui a été fait sur les défauts d'accessibilité par France Inter, j'ai découvert ça il y a 2 semaines, pour défaut d'accessibilité, et il y a même potentiellement un procès qui va ouvrir contre Pronote pour défaut d'accessibilité. Donc les choses bougent, on tendance un peu à bouger quand même. Et effectivement, il y a la France, il y a le niveau européen. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils se collent des procès pour tout et n'importe quoi.
Donc effectivement, mais on peut citer l'exemple des États-Unis en disant, en fait, oui, il y a des procès qui sont collés à des grosses boîtes pour non-respect de l'accessibilité. Et effectivement, quand tu as des collectifs qui se montent pour aller justement taper sur ça, les JO ont beaucoup mis en lumière des problématiques d'accessibilité, notamment d'accès au sport. Donc c'est des moments comme ça où ça vient. C'est vrai qu'en ce moment, dans le paysage médiatique, on entend beaucoup parler d'éco-conception et d'écologie en général parce que la planète brûle. Mais il y a aussi effectivement l'accessibilité qui est un sujet qui commence à venir et qui a de plus en plus de visibilité. Et il me semble qu'il va y avoir d'ici 2024, si je ne dis pas de bêtises, une obligation pour les entreprises d'indiquer qu'elles ne sont pas conformes et ensuite de se mettre en conformité. Oui, on a une question juste on là. a là-bas au milieu. Non, parce que c'est pour la captation vidéo, c'est plus simple. Ou alors on répète. Est-ce qu'il y a des outils pour tester si notre site est accessible? Parce que quand on n'est pas en situation de handicap, c'est un peu compliqué des fois de dire bah, c'est bon, ça marche pour les daltoniens. Plein. Ouais. Est-ce que vous en avez du coup à nous donner? Ouais, Alors. on en a, je crois que c'est dans le repo. Oui, il y a plein de choses. Ouais, tu as déjà t'as 10 easy checks qui ont été documentés par BetaGouv, donc qui est une startup d'État. Tu as 10 choses que tu peux tester très facilement et qui vont être très impactantes en fait, dans l'accessibilité de ton site. On parlait de navigation clavier, on parlait d'alternatives. Tu peux vérifier que la hiérarchie de tes titres est pertinente, que tu as un H1, un H2, un H3 et pas 3 H1 dans ta page. Moi, ça m'est arrivé sur un formulaire, j'étais voir le dev, je sais pourquoi il y a 3 H1 dans la page. Il me fait voilà. Et c'est des choses qui sont assez faciles à corriger. Tu as des plugins qui te permettent de tester, par exemple, de passer ton site en noir et blanc. Et tu vas te rendre compte. Et c'est vrai que notre collègue à Octo, qui est assez calé, m'avait un peu remis les choses au clair sur les infographies et les graphiques. Elle m'avait dit, bah, passe-le à la photocopieuse en noir et blanc. Et tu vois si tu comprends encore ton graphique. Et j'étais genre, ah oui, non, effectivement, je comprends plus mon graphique. Ouais. Donc voilà, c'est des choses qui sont... Je crois que c'est dans le repo. Si tu veux tester les 10 checks, c'est des choses qui sont faciles à tester. Voilà. Après, vous allez avoir également notamment les notices Access Web. Bon, elles commencent, elles sont moins mises à jour maintenant, mais c'est assez pratique pour, il y a les liens, pour avoir des tips sur comment faire, parce que quand on ne sait pas faire, il faut apprendre à faire. Et pour petit pas par petit pas. Vous avez également ce qui est très utile, moi j'aime beaucoup, c'est les Upquest, les règles Upquest. Alors ça ne tombe pas que sur l'accessibilité, mais vous avez quand même pas mal de choses, de bonnes pratiques sur de la qualité web au sens global. Et après, il y a surtout le RGA ou le RAMP côté mobile. Moi, je suis formée à ça, je suis en train de passer l'assertif pour donner des audits, donc ne vous lancez pas si vous voulez pas faire ça, ne vous lancez pas là-dedans, c'est très compliqué. C'est un vrai métier en soi, mais ça peut aussi avoir une idée de les critères, c'est ça la conformité qu'il faut atteindre, c'est avoir 100% à ces critères-là. Donc il faut avoir la curiosité d'aller voir à quoi ça ressemble. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a le critère, mais aussi les manières de tester le critère. Donc notamment pour les développeurs, si vous avez une fonctionnalité avec un bouton, vous mettre le lien dans votre, pour les personnes par exemple qui sont PO, de l'US, du critère dans l'US qui est lié au bouton, vous allez avoir les critères de test, donc il va pouvoir directement tester est-ce que son bouton est conforme ou non conforme. Il y a une manière comme ça de tester. Ça dépend vraiment de chacun, de son métier. Il faut savoir que l'accessibilité, c'est à 60%, c'est lié au développement. Donc nous, c'est pour ça aussi qu'on est dans une conférence de dev pour parler d'accessibilité, parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut, on fait une petite partie. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question ou s'il reste du temps. Est-ce qu'il reste du temps ? Il reste 2 minutes. Une question rapide. Sinon, je vous parle de Ou Pixel. Alors on va boire un café. Est-ce qu'on peut remettre le QR code ? Oui, bien sûr. Voilà. Et il y a plein d'autres ressources effectivement qui existent sur ce sujet. Alors, si on a le temps, du coup, Microsoft Inclusive Toolkit, c'est un de mes préfs de la vie. Pour les designers, vraiment design accessible, moi, il m'a changé la life parce que c'est écrit par une designeuse qui était avant développeuse. Et du coup, pour un designer ou un PO qui commence, oui, c'est en plein milieu, désolé, c'est le deuxième rang, troisième à partir de la gauche. Pour des designers qui débutent, effectivement, c'est écrit d'une manière très simple. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est le travail d'Anne-Sophie Tranchet, qui est vraiment une designeuse au top. Pour ceux qui connaissent la communauté Paris Web. Elle est au top. Et surtout, elle explique pourquoi il faut le faire. Et c'est un peu dans la même logique que donc, les règles de qualité web et des standards de qualité web de Upquest. C'est qu'en fait, pourquoi est-ce que tu ne dois pas mettre, par exemple, si on prend les formulaires, parce qu'on aime les formulaires, pourquoi
pas mettre la consigne dans le champ du formulaire, enfin dans le formulaire, dans le fameux placeholder. Pourquoi il ne faut pas le faire ? Parce qu'en fait, quand tu vas aller dans le champ, la consigne, elle disparaît. Donc, il faut la mettre au-dessus, voire mettre un test de description. Et ça, c'est tout un tas de choses où elle t'explique pourquoi tu le fais. Et comme ça, à la limite, si tu le fais pas parce qu'il y a une contrainte technique, si tu le fais pas parce que tu veux pas, au moins tu sais que ça existe et tu as fait ton choix en connaissance de cause, plutôt qu'en faisant un choix juste parce que tu sais pas que ça existe en fait. Et vraiment ces deux-là, le design accessible et Opquast, c'est vraiment au top. On a passé la certif avec des octos. Pour le coup, c'est assez léger en termes, c'est beaucoup moins lourd que la certif accessibilité, et ça donne une bonne vue de ce qui est facilement améliorable, en tout cas pour faire des produits web qui fonctionnent, qui sont utiles, qui répondent aux exigences des utilisateurs, à la fois explicites et implicites. Et c'est vraiment un super truc à faire. Et moi, s'il y a une dernière source, alors c'est pas noté, moi ce que je vous conseille, c'est de suivre, de regarder des vidéos sur YouTube, ou de suivre par exemple des personnes sur les réseaux sociaux qui sont handicapées, qui sont aveugles, qui sont autistes, etc. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes en fait qui font du militantisme et qui racontent leur quotidien et toutes les micro-frustrations de l'enfer qu'on peut avoir. Et c'est vraiment... en fait, faut avoir ça nous crée de l'empathie, et quand on est empathique pour les problèmes des gens, on a envie d'améliorer leur quotidien. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup.